le président de l'Union bouddhiste de France, mesdames, messieurs, cher Yves Boudéro. Il est des décorations qui viennent saluer une carrière. Il en est d'autres qui distinguent un chemin de vie. Aujourd'hui, c'est un itinéraire humain singulier que nous venons saluer. Il faut le reconnaître, rien ne vous prédestinait à devenir l'un des représentants les plus importants du bouddhisme tibétain en France. Vous êtes né le 31 octobre 1967 à La Roche-sur-Yon, dans une famille athée, avec un père salarié d'EDF et une mère employée de l'Union mutualiste de Vendée. Et pourtant, lorsqu'on relit votre parcours, on découvre très tôt certains indices qui annonçaient déjà quelque chose. À 7 ans, votre grand-mère vous offre un livre. Il était une fois la poésie de Georges Jo. Ce livre ne vous quittera jamais et révèle votre sensibilité et votre profondeur. Avant la spiritualité, avant les textes bouddhiques, avant même la philosophie, il y a eu chez vous une sensibilité particulière aux mots, à la beauté et à la poésie. À 15 ans, vous publiez déjà votre premier recueil de poésie. Parallèlement, vous poursuivez des études musicales au Conservatoire de La Roche-sur-Yon, où vous apprenez le piano, avant d'enseigner à votre tour la musique pendant 4 ans. Apparaît alors une constante qui traversera toute votre vie. Transmettre. À 19 ans, vous rejoignez Paris pour étudier la philosophie, la psychologie, puis les langues orientales à INALCO. Et c'est là qu'intervient ce qui se passera probablement l'un des plus grands tournants de votre existence. Vous découvrez d'abord une pensée et une philosophie, des textes ensuite, qui vous mènent à ce déclic spirituel. Vous ne décrivez pas cette rencontre comme une révélation spectaculaire ou une conversion soudaine. Vous la décrivez plutôt comme une évidence vécue. Le 1er janvier 1987, au centre bouddhiste de Plouré, dans le Morbihan, vous prononcerez vos premiers vœux monastiques dans la tradition du repas Khenpo. Vous y recevez votre nom religieux, Jigme Tirme Gyatso. Ce nom qui signifie océan d'activité éveillée et intrépide. Ou encore, l'intrépide dans les actions bénéfiques sont aussi vastes que l'océan. Semble, avec le recul, contenir une part d'avenir. À partir de cet instant, votre parcours n'a de cesse de mettre l'action au service des autres. Pendant 14 ans, vous vivez au sein du centre de Plouré, en communauté. Vous y exercez les fonctions de secrétaire, de président et de traducteur oriental du tibétain. Ce sont des années de formation, d'études et d'engagement. Vous recevez l'enseignement de plusieurs maîtres, notamment celui de Khenchen Eshe Tochwa Rinpoche. Au fil de ces années, vous séjournez régulièrement en Inde, au Népal, dans l'Himalaya, dans les Alpes. Ce sont des années d'apprentissage exigeants. Le bouddhisme est une étude, sans cesse approfondie, des textes, une écoute humble et attentive, des maîtres comme les disciples de Bouddha, une transmission qui est puisée aux sources historiques et géographiques du bouddhisme. À 100 lieues d'un exotisme facile qui séduit les Occidentaux en quête de dépaysement ou d'un néo-bouddhisme qui est en fait un simple moyen de développement personnel. Le bouddhisme est une école de patience et d'humilité. Puis, en 1996, vous choisissez un autre chemin, celui de la retraite solitaire. Pour beaucoup,
Cette expression évoque une rupture avec le monde. Mais cette solitude n'est pas synonyme de repli ou d'absence, comme une perception fausse du bouddhisme, qui l'assimilerait à une fuite du monde ou encore une indifférence au sort commun de l'humanité. Il s'agit plutôt d'une retraite solidaire, car elle est vécue comme la condition d'une présence au monde qui s'exprime par une attention renouvelée et généreuse portée aux autres. Et progressivement, votre engagement prend des formes multiples. Il devient associatif d'abord. En 2016, vous créez l'association MIPAM à La Roche-sur-Yon. Méditation, yoga, poésie, Ayurveda et musique. Puis en 2019, l'association Drukpa Vendée rassemble autour de vous plusieurs dizaines de personnes autour de l'étude et de la pratique du bouddhisme tibétain. Votre engagement devient également hospitalier. Vous devenez aumônier bouddhiste auprès des personnes hospitalisées, des résidents d'EHPAD ou des personnes accompagnées à domicile. Accompagner une personne en fin de vie constitue probablement l'une des missions les plus humaines qu'il soit. Cet accompagnement dépasse les croyances, les parcours et les appartenances. Et il s'adresse aussi aux équipes soignantes. Vous avez également travaillé avec les représentants des autres cultes pour élaborer un document interconfessionnel sur l'accompagnement des malades et des mourants. Ce document, affiché dans tous les services du centre hospitalier départemental de Vendée, a ensuite servi de modèle ailleurs, dans d'autres établissements en France. Voilà une illustration très concrète de ce que produire un dialogue interreligieux sincère. Votre engagement prend aussi la forme de l'écriture. Vous êtes l'auteur de 15 ouvrages, dont 12 recueils de poésie. L'écriture n'est pas pour vous une activité parmi d'autres, mais un acte spirituel à part entière. La poésie est vécue comme une pratique contemplative. Et cette sensibilité artistique se transforme, elle aussi, en engagement concret. Après les séismes meurtriers au Népal en 2015, vous organisez des récitals solidaires à La Roche-sur-Yon et à Tours. Ces initiatives permettront de financer des équipements et des actions humanitaires à Katmandou. Enfin, lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024, vous êtes aumônier au village des athlètes, auprès de 10 500 sportifs issus de 266 nations. C'est précisément cette vocation universelle que vous incarnez au quotidien, aussi bien auprès d'un malade en fin de vie que d'athlètes du village olympique des Jeux de Paris. Ces expériences multiples, tant dans la vie religieuse et l'engagement local, aboutissent naturellement à un engagement national au sein de l'Union bouddhiste de France, en qualité de membre du conseil d'administration en 2019 et coprésident en 2022 avec Anthony Bousmar jusqu'en 2026. Ce binôme permet une complémentarité entre les deux coprésidents. À Anthony Bousmar, les relations extérieures et les liens avec les pouvoirs publics, et à vous, les relations internes entre les différentes écoles et les familles du bouddhisme. La fonction qui vous est dévolue exige tact et connaissance des différentes composantes religieuses bouddhiques en France, car le bouddhisme est divers. Outre la composante tibétaine familiarisée par des figures médiatiques comme le Dalai Lama et Mathur Ricard, à laquelle vous appartenez, il faut aussi citer le bouddhisme Theravada, des traditions originaires de l'Asie du Sud-Est, ainsi que le bouddhisme zen diffusé en France par le maître japonais Taisen Jigpo et le maître vietnamien Thich Nhat Hanh, ce dernier ayant familiarisé les Français au bouddhisme engagé. Et ces trois piliers se subdivisent à leur tour en de nombreuses écoles et traditions, mais aussi de pratiques. Selon que l'on est laïc qui fréquente un centre ou un lieu de culte, ou encore religieux ou religieuse qui rêvait de l'une des multiples congrégations qui ont essaimé en France, comme le temple d'Émile Bouddha en Saône-et-Loire, la Falaise Verte en Ardèche ou le village des Plouniers en Gironde. Vous vous inscrivez dans le sillage de nombreux présidents depuis que l'UBF a été créé en 1986. Et en tant que coprésident de l'Union bouddhiste de France, vous incarnez
et prolonger 40 ans d'un travail collectif. Celui d'une institution qui a su structurer la représentation du bouddhisme en France, porter la voix des bouddhistes auprès de l'État et s'engager avec les autres familles spirituelles dans un dialogue interreligieux fécond. Vous avez aussi su prendre position lors de la déclaration « Un chemin d'espérance pour notre maison commune » faite par la conférence des responsables de culte en France le 4 novembre 2025 dans le cadre de la COP 2030. L'Union bouddhiste de France, dont vous êtes l'un des visages publics, rappelle inlassablement les 3 préceptes fondamentaux du bouddhisme. Ne pas nuire, faire le bien et agir pour le bien de tous les êtres. Ces 3 principes résonnent chez tous nos concitoyens bien au-delà de leur appartenance religieuse. La causalité est au fondement du bouddhisme. Et vous remettre cette décoration aujourd'hui, même où l'UBF célèbre ses 40 ans, me semble revêtir un sens profond pour le bouddhisme en France. L'UBF œuvre depuis 4 décennies à une meilleure connaissance du bouddhisme, de sa diversité, de sa richesse, afin de mieux saisir ce qui en constitue l'essence, au croisement de la religion, de la philosophie, de la spiritualité et de la dévotion. Par cette décoration et par cette célébration, le bouddhisme s'ancre encore davantage en France et augure positivement les 40 années à venir. La République ne reconnaît aucun culte, bien entendu, mais votre décoration est une reconnaissance de plus de l'empreinte féconde du bouddhisme en France. C'est l'esprit de service, désintéressé mais pas désincarné, qui a permis d'accomplir tant de choses en harmonie avec votre personnalité. Cette recherche d'une vie bonne ne pouvait rester ignorée et elle devait être donnée en modèle pour les autres, pour susciter d'autres disciplines qui emprunteront à leur tour un chemin similaire tout en restant humains. La hiérarchie religieuse à laquelle vous appartenez ne s'y est pas trompée. En effet, en fin 2024, lors d'une cérémonie de consécration tenue au 10e concile de Drunkyalpa au Népal, vous, alors connu comme Lama Tringye, avez reçu le titre de l'Open, ainsi que le nom de l'Open Trinity, ce qui veut dire maître enseignant, détenteur de l'enseignement par l'activité éveillée, ou encore enseignement spirituel qui préserve et transmet l'enseignement bouddhique par une activité éclairée au service des êtres. La République, qui respecte toutes les croyances, n'est pas en reste. Elle aussi sait distinguer ceux qui savent bâtir patiemment des ponts entre les mondes, que l'on croit trop souvent étrangers l'un à l'autre. Le monde de l'intériorité, le monde du soin aux autres, et la capacité d'émerveillement devant la beauté impermanente et sans cesse renouvelée de la vie. Qu'en témoigne votre goût de la poésie et de la nature. Vous attestez que la retraite spirituelle, je le disais, n'est pas un retrait du monde, mais une manière plus profonde de l'habiter. Entre la discrétion de l'ermite et la générosité du serviteur engagé au sein du BF, c'est l'itinéraire d'une personne de qualité. C'est pourquoi, au nom de la République française, j'ai aujourd'hui l'honneur de vous remettre les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite.